Il s'agit du prince saoudien Mohammed Ben Salman, Oui. qui effectivement s'est engagé dans une lutte pour le pouvoir, mais cette lutte, dans la mesure où elle enfreint un certain nombre de préceptes défendus par les oulémas wahhabites, cette remise en cause se heurte à une farouche opposition. Donc on va très vite voir les limites de l'action de Mohammed Ben Salman, qui est à la fois confronté à une corruption généralisée au sein de sa famille, et également à l'hostilité, pour l'instant sourde encore, d'une grande partie de l'establishment wahhabite. Voilà, c'est assez sourd pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. On les entend notamment pour dénoncer la décision de laisser les femmes conduire, par exemple. Oui, oui, oui. Et alors, en Arabie Saoudite, il y a quand même certains jeunes désœuvrés. On peut imaginer que ceux qui ont été mis de côté pourraient se radicaliser. Est-ce que le prince saoudien, finalement, par les décisions qu'il a prises récemment, pousse à la radicalisation et vers le djihadisme, alors que le wahhabisme n'est pas le djihad. Enfin, ce ne sont pas des djihadistes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Arabie Saoudite, ceux qui ont rejoint Al-Qaïda et Daesh ne sont pas particulièrement délaissés pour compte. Je rappelle qu'Osama Ben Laden n'était pas le plus pauvre dans son pays. C'est beaucoup plus lié à des rivalités et au fait qu'un certain nombre de branches de la famille royale se sentent aujourd'hui écartées du pouvoir. Et Daesh, comme Al-Qaïda, ont réussi à gangréner l'édifice même tribal de l'Arabie Saoudite, dans la mesure où c'est au sein même de la famille royale qu'on a aujourd'hui des gens qui sont radicalisés. Il y a combien de personnes au sein de cette famille royale? Ils sont extrêmement nombreux. Si l'on compte toutes les branches, ça fait plusieurs milliers de personnes. Donc le partage du pouvoir est difficile. Le partage du pouvoir est effectivement difficile.